Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour ce nouveau week-end des Journées paysannes. Nous sommes tous très touchés de vous voir si nombreux parmi nous. Certains ont fait beaucoup de routes. On sait que partir de chez soi, c'est toujours très difficile. Mais c'est vrai que c'est toujours une immense joie de se retrouver, de voir les anciens qui viennent depuis tant d'années et qu'on retrouve chaque année. On approfondit les liens. Les nouveaux qui sont là parce que on leur a donné une invitation il y a 10 ans et aujourd'hui ils se sont dit « Allez, j'y vais ». C'est merveilleux, la graine pousse au moment où elle veut. Donc merci à tous. Après le jubilé des agriculteurs que nous avons vécu l'an dernier et au cours duquel nous avons repris des forces, voilà que les événements se précipitent et nous entraînent dans des réalités qui semblent tout à fait contraires à l'espérance qui en était pourtant le thème et le cœur. Entre les inondations, la dermatose, le vin qui ne se vend pas, et j'en passe, ce sont des drames par milliers et tous les jours. De quoi donc pouvons-nous parler aujourd'hui sans craindre de perdre notre temps quand ce dernier s'accélère et semble vouloir nous pousser, nous les paysans, hors de la communauté économique et sociale? Quand l'idée de parler d'enracinement a été lancée, elle a aussitôt recueilli l'unanimité des voix au conseil d'administration. Et pour cause. Nous sentons bien que ce mot contient à lui seul l'antidote à tous les maux qui nous agressent. Et c'est bien ainsi que le pensait Simone Veil. Reconstruire une société en réfléchissant à ce qu'est l'enracinement était pour elle la seule manière de la reconstruire en vérité. Elle a écrit l'enracinement en 1943, ce qui permet de mesurer à quel point le sujet était essentiel. Aujourd'hui, il est peut-être plus essentiel encore, car après la Seconde Guerre mondiale, la société n'a pas été rebâtie selon les principes prônés par Simone Veil, loin s'en faut. La mondialisation qui a gangrené notre système occidental nous a entraînés dans une réalité diamétralement opposée à ce qu'elle aurait voulu. Avant de vous présenter les intervenants, faisons ensemble, si vous le voulez bien, un petit tour d'horizon de ce qu'est l'enracinement. L'enracinement, c'est d'abord une petite graine enfouie dans la terre, dont sort une minuscule racine qui aussitôt s'accroche à la terre. Comme le disait Chesterton, c'est de la magie. Et cette magie-là, tous les paysans et jardiniers la contemplent avec reconnaissance et même exultation. La racine pousse sous la terre, donc de manière cachée, et se multiplie en allant dans toutes les directions. Et la plante ou l'arbre s'élève vers le ciel. À l'intérieur de cette verticale, de manière cachée aussi, un flux incessant de sève qui monte et descend. Pour que l'enracinement se fasse, il faut des conditions favorables. De l'eau, de l'oxygène, une certaine température, un environnement sain et surtout une bonne terre. L'enracinement, c'est donc cette multiplication d'échanges qui se font entre le sol et la plante. Les racines grandissent sans cesse jusqu'à la mort de la plante. La première caractéristique de l'enracinement, c'est donc la stabilité, un lieu précis. Une autre caractéristique concernant les arbres de haute stature, la force, la solidité, la majesté. Pour tenir droit, quand on est haut de plus de 30 mètres, il faut des racines bien solides. D'autre part, l'arbre en poussant crée un milieu de vie, voire même un microclimat. On peut aussi parler de la lenteur
avec laquelle un arbre pousse. Un bon enracinement demande du temps. La caractéristique ultime de l'enracinement est le fruit. Les racines ne travaillent pas pour elles seules, mais pour produire des fruits, des fleurs, des graines. C'est bon, c'est beau, et c'est aussi nécessaire à notre vie que l'oxygène. À partir de ces observations très simples, posons-nous la question. Que veut dire s'enraciner pour un être humain, pour une famille humaine ? La première analogie est celle de la graine qui tombe en terre. La graine est dans un lieu particulier, caché dans un morceau de terre. Pour un petit enfant qui naît, cette terre, c'est sa famille, au sein de laquelle il reste caché. C'est dès ce moment que l'analogie parle. Le lieu implique une stabilité. Quand il y a stabilité de génération en génération, nous voyons alors se déployer les racines sous la terre. Nous sommes enracinés dans un lieu par notre appartenance à son histoire, et cela par nos ancêtres, notre famille. La généalogie, dont le symbole est l'arbre, est un métier qui a explosé au cours du siècle dernier. On peut peut-être lier cela au déracinement de grande ampleur qu'a été l'exode rural pendant tout le XXe siècle. Le lieu de l'enracinement est la bonne terre. Ce sera la deuxième analogie. Qu'est-ce que la bonne terre pour une famille enracinée ? Ce sont les conditions de vie que Simone Weil nomme les besoins de l'âme. Qu'elle parle de l'âme humaine n'est pas un hasard de vocabulaire. Il s'agit bien pour elle du principe de la vie. Selon Aristote, tout être vivant possède une âme. Mais l'homme a ceci de particulier qu'il a aussi un esprit. L'âme humaine est donc une âme spirituelle. Elle fait l'unité du corps, mais aussi l'unité entre le corps et l'esprit. Et quand je parle d'esprit, bien sûr, je parle d'esprit et de cœur. Parler des besoins de l'âme, c'est donc prendre en compte tout l'humain, le corps, la sensibilité, l'intelligence et le cœur. Ce sera la troisième analogie. La sève qui anime l'arbre est comparable à l'âme spirituelle. On parlera aussi de l'âme d'une famille ou d'une maison. Je vous cite les besoins tels qu'elle les énumère. L'ordre, la liberté, l'obéissance, la responsabilité, l'égalité, la hiérarchie, l'honneur, le châtiment, la liberté d'opinion, la sécurité, le risque, la propriété privée, la propriété collective et la vérité. J'aurais aimé prendre chacun de ces thèmes pour l'étudier, mais ça aurait été un petit peu long. Donc je ne fais que vous les citer. La quatrième analogie, ce sont les échanges avec tout notre entourage. Entre le haut et le bas de l'arbre, des racines aux feuilles, ce sont les échanges intrafamiliaux, relations grands-parents, parents-enfants et famille élargie, qui est si importante aussi dans la construction de la personnalité. Entre les racines et le sol, entre les feuilles et l'air ou la lumière, ce sont toutes les relations sociales et professionnelles qui chacune ont leur part dans la vie et la croissance d'un homme. La première des caractéristiques de l'enracinement est la stabilité. L'homme enraciné fait partie du paysage, non comme un caillou qui est là passivement, mais comme un arbre qui ne cesse de créer de la vie et d'échanger avec son milieu. Pour ce qui est de la force, de la solidité, de la majesté, cela dépendra de chaque personne, de chaque famille. Il y a les lys, les violettes, les hêtres et les érables champêtres. Certains seront plus visibles, plus entreprenants, plus aventureux, d'autres plus effacés. Mais s'ils sont enracinés, ils auront chacun à sa façon la perfection du port et du feuillage qui est la leur. Une famille enracinée crée un milieu de vie dont le but est d'offrir un microclimat pour l'âme.
c'est-à-dire qu'elle protège des agressions extérieures, la sécheresse ou le froid. Dans le chômage, la maladie, dans les diverses atteintes à l'âme que sont les souffrances de cette vie, ces millions d'échanges vont permettre à l'âme de continuer à tirer sa subsistance du sol sans faiblir. Ce milieu de vie permet d'accueillir avec aisance ceux qui viennent se réfugier, fatigués de la sécheresse ou du froid. Pour accueillir, il faut être présent et stable. Les fruits de l'enracinement d'une famille sont la joie, le bonheur de ceux qui en vivent, la paix pour tous ceux qui passent, mais aussi la vie économique du milieu dans lequel on est inséré, le tissu social que cela crée, la maison et le jardin ou la ferme sont aussi les fruits de cet enracinement. L'enracinement signifie aussi la connaissance de la réalité du pays et donc la capacité d'activer les bons leviers quand il y a des travaux à faire pour le bien commun. Citons par exemple la gestion de l'eau sur un territoire, ou l'entretien des chemins, ou la réparation de l'église du village. Pour une âme, nous pourrions appeler ça la responsabilité. Quand nous sommes enracinés dans un lieu, nous appartenons à ce lieu et donc nous en sommes responsables. C'est bien ce sens de la propriété privée ou collective dont parle Simone Weil. L'enracinement est un thème que beaucoup d'auteurs ont repris, car il est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir, dit Simone Weil. Et il est criant d'actualité, tant nous sommes des êtres déracinés ou en passe de l'être. Le fait d'être stable dans un lieu n'implique pas d'y être enraciné. Un arbre peut être encore debout, mais presque ou tout à fait mort. Il n'y a plus d'échange entre lui et son milieu. Simone Weil intitule l'un de ses chapitres « Le déracinement paysan ». Et elle écrit « Le problème du déracinement paysan n'est pas moins grave que celui du déracinement ouvrier. Quoique la maladie soit moins avancée, elle a quelque chose d'encore plus scandaleux, car il est contre nature que la terre soit cultivée par des êtres déracinés. » C'est dire que le déracinement ne date pas d'aujourd'hui. Voyons-en dans l'histoire quelques causes. Marion Sigaud nous avait parlé des enclosures sous l'Ancien Régime et comment les communs des villages ont peu à peu été soustraits aux biens communs pour appartenir à des personnes privées, la plupart du temps bourgeois ou seigneurs de robe, c'est-à-dire magistrats qui avaient l'argent pour reprendre les seigneuries que les anciennes familles vendaient. Derrière le droit, s'est cachée là une profonde injustice. Les enclosures sont venues d'Angleterre avec l'anglicanisme. C'est Henri VIII qui a séparé l'Église d'Angleterre du pape et inventé l'anglicanisme, qui a soustrait toutes les propriétés monastiques et les a vendues à des particuliers qui en ont fait ce qu'ils en ont voulu. Ainsi, ce qui était dédié au bien commun est devenu un bien particulier. Puis, sous Louis XV, a commencé le libéralisme, avec la permission de vendre les produits agricoles aux plus offrants. Cela aussi a perturbé l'ordre ancien et sage, qui voulait que les denrées agricoles ne soient pas considérées comme n'importe quel bien de consommation et qu'elles soient donc protégées du négoce. Quel est le moteur de ce changement ? C'est le désir de la richesse, l'argent. En supprimant les corporations, la Révolution française a donné au travail une seule finalité, l'argent, le salaire. Alors qu'auparavant, la finalité du travail n'était pas le salaire, mais l'œuvre. De la même manière, cultiver la terre pour gagner de l'argent est une forme de déracinement. Pourquoi ? Car, comme le dit Simone Weil, compter l'argent est une activité parfaitement ennuyeuse. Et l'ennui tue l'âme. L'argent n'a pas d'odeur, dit-on. Cela exprime bien qu'il est sans vie. Or, on ne peut s'occuper de la vie et de l'argent à la fois. Mais le système d'aujourd'hui fait qu'on ne peut se soustraire aux besoins d'argent.
Cela en déracine plus d'un, c'est certain, ne serait-ce que par les soucis et les angoisses que cela engendre, et donc la perte de l'attention pour ce qui nous entoure. Jésus disait « Nul ne peut servir de maître. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Cette phrase devrait nous étonner. Il aurait dû dire « Nul ne peut servir de maître, Dieu ou Satan, il faut choisir. » Ou bien il aurait pu dire « Nul ne peut servir de maître, la vie ou l'argent, il faut choisir. » Mais non, il a dit « Dieu ou l'argent. » C'est étonnant. Ces deux réalités ne sont pas sur le même plan. Dieu est une personne vivante. L'argent est une réalité non vivante qui a pour principe d'être au service des échanges de biens. En disant cela, Jésus souligne que quand l'argent devient le maître, la perversion est totale. On adore ce qui n'est pas, on court après du vide. Quand l'argent reste le serviteur, alors il n'existe que pour ce qu'il est, l'échange. Le capitalisme débridé, qui fait que des actionnaires qui n'ont aucune part aux affaires d'une entreprise peuvent en décider les grands choix stratégiques, est juste un non-sens. Car la seule chose qu'ils regardent est le bénéfice qu'ils vont en tirer. Il suffit de regarder la manière dont fonctionne la Poste ou la SNCF aujourd'hui pour comprendre que c'est l'argent qui régit tout. Et si vous vous étonnez de telle ou telle décision, on vous répond avec sollicitude « Vous comprenez, ça ne rapporte pas assez, il n'y a pas assez de monde, c'est normal, on ferme. » Ou bien on va distribuer le courrier que tous les 2 jours. Ou bien ce train ne passera plus. Et même on peut se surprendre à trouver cela normal. Ah bah oui, si ça ne rapporte pas, c'est normal. Ah bon ? Mais dans la vie d'une ferme, est-ce qu'on regarde ce qui rapporte ou bien ce qui favorise la vie ? Ces deux regards sont incompatibles. Et bien des choses qui se sont révélées très fécondes ont commencé petitement, telles des petites pousses à peine visibles. La vérité est la nourriture de l'intelligence. En effet, la vérité est la manière juste d'appréhender la réalité. La réalité n'a pas à être vraie, elle est, c'est tout. Mais notre intelligence est dans la vérité quand elle reconnaît le réel tel qu'il est. Cela semble évident. Mais dire cela implique que ce qui n'est pas vrai ne nourrit pas l'intelligence et donc provoque son atrophie, son asphyxie et donc le désespoir de l'homme. Car c'est par l'intelligence que l'homme est l'image de Dieu. Vivre dans le mensonge ou même seulement dans l'erreur provoque une très grande fatigue, une lassitude. L'école était censée apporter une connaissance vraie aux enfants. Aujourd'hui, si on demande à l'un d'eux ce qu'il a appris dans la journée, il vous répondra laconiquement « rien ». J'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a un rapport étroit entre ce « rien » et la vérité de ce qui est enseigné. L'esprit se nourrit de vérité. Si on lui enseigne celle-ci, il ne peut pas répondre « rien ». N'être pas dans la vérité provoque donc un déracinement, car on ne peut plus communiquer, échanger sur des bases solides avec les autres. Cette dérive scolaire a été étudiée par Jean-Paul Brighelli dans un livre qui s'appelle « La fabrique du crétin ». Ce monsieur Brighelli est normalien, agrégé de lettres. Il a enseigné pendant 45 ans au collège, au lycée, puis en classe préparatoire. Et voilà ce qu'il écrit. Il ne s'agit plus pour l'école de former l'ensemble d'un peuple, mais de dissocier la nation en une petite élite oligarchique et une masse de consommateurs. La société libérale n'a pas besoin d'un peuple cultivé. Elle a besoin de consommateurs semi-illettrés, susceptibles d'être déplacés comme des pions dans un système ubérisé des pieds à la tête, abrutis de télévision, manipulés à chaque élection. Les idées libérales ont produit leurs fruits et nous les avons aujourd'hui sous les yeux.
Une société mondialisée, globalisée, ubérisée et digitalisée. Chacun de ces mots a un sens intéressant. Mondialisé, absence de lieu. Globalisé, absence de culture propre. Ubérisé, absence de relations commerciales physiques, c'est-à-dire d'échanges réels. Digitalisé, absence de gestes physiques. L'effleurement suffit pour obtenir un résultat. C'est le monde de l'abstraction, dans lequel les chiffres sont rois. Avec eux, une surabondance d'informations qui nous noie et nous fait souvent perdre le fil de nos journées ou la finalité qui la sous-tend. Et pourtant, ce monde de l'abstraction produit des dégâts bien réels dans les familles, les psychologies. Et cela est sous-tendu par une barbarie montante et la dépravation des élites. Dépravation qui atteint des sommets avec l'affaire Epstein, dont on n'ose même pas évoquer les horreurs. La dépravation entraîne-t-elle le déracinement ou bien est-ce l'inverse? Ce qui est sûr, nous dit Simone Veil, c'est qu'un être déraciné déracine. J'ai appris au hasard d'une interview qu'un conseiller du ministre de l'Agriculture a fait une overdose lors d'une soirée dépravée, et cela pendant les abattages de vaches à Bordes sur Arize. Ce sont deux mondes qui s'affrontent. Celui du somewhere, enraciné dans un lieu, une histoire, une culture, s'oppose à celui de l'anywhere, l'individu mobile, déraciné, citoyen du monde. Ce dernier se veut libre, mais la réalité est qu'il est surtout interchangeable. Il n'est ni nécessaire, ni responsable. Et s'il a du pouvoir, son action sera donc de déraciner. Là où le somewhere plante et arrose, l'anywhere arrache. Malheureusement, ce ne sont pas que des mots. Et la réalité nous a rattrapés avec les abattages de vaches. D'ailleurs, il n'y a pas que les vaches, il y a les poulets, il y a les canards. Si l'on en croit Tatiana Ventose, je crois, c'est ça Ventose, il ne faut plus se faire d'illusions, la classe politique a décidé la mort des paysans. De même que la mort de l'industrie avait été programmée et que les industries françaises ont été vendues, bradées et le sont encore. Mais si pour l'industrie, on nous promettait les emplois du tertiaire et que la France pourrait vivre de son tourisme et de ses banques, quel remplacement promettent-ils pour l'agriculture? Une agriculture menée par des fonds de pension qui gèrent chacune des milliers d'hectares ou des troupeaux de plusieurs milliers de têtes? Le Mercosur, grâce auquel nous pourrons vendre les voitures allemandes? La France est-elle prête à brader sa souveraineté alimentaire au nom de la mondialisation? Il semble bien que oui. Si l'on en croit un article de la revue Challenge qui dit « Mais le déclin de l'influence politique du monde agricole paraît inexorable. Inexorable. Face à l'émergence d'autres priorités. Jugé jusqu'ici par l'Union européenne comme un simple atout économique, l'accord du Mercosur est devenu, à l'ère des tarifs douaniers américains et du déluge des importations chinoises, un impératif géopolitique. Vous entendez bien, hein? Le Mercosur est devenu un impératif géopolitique, auquel même la capacité de mobilisation des agriculteurs européens n'a pas pu faire barrage. Et sous-entendu, et c'est très bien, et ne fera jamais barrage. La mondialisation coupe physiquement le peuple de ses racines, en supprimant les PME, PMI et en baissant le nombre des fermes. Et aujourd'hui, au terme du processus, nous voilà coupés de nos racines historiques par le refus d'apprendre l'histoire aux enfants, coupés de l'amour de notre pays, de la vérité, car le mensonge est devenu, semble-t-il, une habitude de langage pour beaucoup, coupés de notre propre corps avec le wokisme et la possibilité de changer de genre,
donnée juridiquement aujourd'hui à nos enfants. Dissoudre les appartenances traditionnelles est le but recherché du progressisme intellectuel et politique des élites en place. Déraciner. Et je n'ai pas évoqué l'euthanasie, mais qui est évidemment le sujet du jour. Mais il n'y a plus de lien organique entre le haut et le bas de la nation. Les élites méprisent le peuple qui le leur rend bien. La représentation démocratique n'a aucune consistance, et pour cause. L'élu n'est pas responsable devant le peuple de ses choix politiques. Le meurtre de Quentin par des jeunes proches d'un député nous fait faire un pas de plus dans l'horreur. Les meurtres sont devenus politiques, c'est donc que nous sommes en guerre civile. Dans ce contexte, comment évoquer l'enracinement sans avoir une angoisse ontologique ? Ne regardons plus l'horreur de ces réalités, mais revenons à la beauté du grain qui tombe en terre et s'enracine. Quel est ce grain pour notre civilisation ? C'est clairement la vie chrétienne. Quand nous disons que notre civilisation est chrétienne, nous ne disons pas seulement qu'elle porte le christianisme comme une idée forte, nous disons qu'elle a été façonnée par le christianisme. Quand Jésus disait que la foi est comme une semence qui va produire un grand arbre, sans doute avait-il déjà à l'esprit la grandeur de la civilisation qui naîtrait de cette semence. Elle a ses ombres et ses lumières, car le péché est toujours présent. Mais si la civilisation est chrétienne, précisément, c'est que les lumières sont plus fortes. Quand les ombres dominent, alors la civilisation n'est plus chrétienne. Cette civilisation est basée sur la Bible, dont le maître mot est « écoute », dont l'histoire est celle d'une famille. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et toute la tâche des familles juives est d'enseigner à leurs enfants qui sont leurs pères dans la foi et ce que Dieu leur demande. Écoute. Jésus, en venant à son tour dans une famille, a approfondi encore cette réalité en la sacralisant. Et il nous a principalement appris l'obéissance. Une obéissance parfaitement libre, ce qui semble assez paradoxal et pour nous pas très facile à imiter. Nous sommes donc enracinés dans la foi, enracinés dans un pays aussi qui a ses traditions, son patrimoine, ses fonctionnements. Et quelle est la première notion que Simone Veil mentionne dans l'enracinement ? C'est très curieux, c'est la notion d'obligation. Être les obligés de quelqu'un, c'est reconnaître ce qu'on lui doit. La notion d'obligation prime celle de droit qui lui est subordonnée et relative, écrit-elle comme première phrase de son œuvre. C'est bien l'image que nous avions d'un arbre enraciné. Il est responsable, il est l'obligé de tous ceux qui l'ont entouré et qui lui ont permis de pousser. Nous pouvons voir cela à plusieurs niveaux. Le niveau familial et personnel, ce que nous devons à nos parents, à notre famille. Le niveau social, ce que nous devons à ceux qui nous sont proches et avec lesquels nous coopérons. Le niveau politique, ce que nous devons à notre pays, notre patrie. Et pour nous, paysans, ce que nous devons à la terre qui nous nourrit. Respect, obéissance et autorité. Tout cela forme des racines qui sont la grande tradition de l'Église. Nous aimons cette tradition et la gardons précieusement, comme lui étant redevable de ce que nous sommes. Et cette tradition, l'avantage, c'est qu'elle est bien vivante. Nous savons que les paroles du Christ portent encore du fruit aujourd'hui, que les saints des temps passés aussi. Ce sont les millions de racines qui portent aujourd'hui l'arbre de la foi. Et cet arbre vit en chacun de nous si nous le laissons pousser. Et comment répondre à cette vie qui nous est donnée ? Par les vertus qui sont bien illustrées par la solidité de l'arbre. Les vertus cardinales, la prudence, vertu de celui qui connaît son milieu,
ce qui est en son pouvoir et ce qui ne l'est pas, ce qu'il est bon d'entreprendre ou non. Et quand il a décidé quelque chose, il avance sans se laisser arrêter par les difficultés. La justice, vertu éminente qui est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Un sourire, par exemple, à ceux que l'on rencontre, est la plus élémentaire des justices. La force, vertu de celui qui ne recule pas devant l'obstacle, qui ne se laisse pas intimider par les murmures de ceux qui ne sont pas d'accord. Et la tempérance, vertu de celui qui ne se laisse pas aller à ses passions, que ce soit la colère, la gourmandise, la luxure, ou tout autre défaut qui parfois peut nous dépasser au point de nous faire oublier notre finalité. Il y a beaucoup d'autres vertus qui sont comme les branches et les feuilles d'un arbre bien enraciné. L'humilité est peut-être celle qui est le terreau de toutes les autres, et elle est particulièrement chère à nous autres paysans chrétiens. Alexandre d'Yanine parle aussi de la vertu de magnanimité, celle qui nous pousse à voir les choses en grand et à agir en grand, celle qui nous fait dire que nous sommes indispensables là où nous sommes, et qui nous pousse aussi à voir grand pour les autres, surtout. Il y a aussi la vertu de l'ardeur au travail dont parlait Jean-Paul II. Il disait qu'on ne peut être un homme accompli sans cette vertu-là. Bien sûr, ces vertus sont sous-tendues par les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Vertus propres aux disciples du Christ, qui sont les racines propres de notre être profond. En effet, elles impliquent un regard sur la tradition de l'Église, cette amitié que nous avons avec les apôtres, les saints, la fréquentation des sacrements, qui sont les relais efficaces de la présence de Dieu parmi nous, son soutien indéfectible par la grâce. Nous vivons dans un monde fou car il a perdu Dieu. Nous pouvons être découragés et avoir perdu de la vitalité à force d'être oppressés par ce monde-là. Mais gardons les racines de la foi, crions vers Dieu, il ne nous abandonnera pas, et attendons avec patience l'heure de Dieu qui éprouve notre foi comme on éprouve l'or au creuset. La civilisation qui sera sauvée n'est certes pas la civilisation du capitalisme libéral occidental, mais bien la civilisation chrétienne qui porte en elle l'éternité. Voilà quelques aspects rapidement présentés de notre sujet. Il va donc être traité, comme nous le faisons toujours, par des intervenants très différents et dont les approches vont se compléter. Pour l'aspect agronomique, la graine concrète qui va dans un sol réel, nous aurons la joie d'entendre M. Guillaume Thon. Il est agronome et éleveur de vaches allaitantes. Il a été sélectionné par une bourse fondée par Lord Nuffield, bourse qui lui a permis de faire le tour du monde afin de rechercher les innovations agricoles pour répondre à la question « Peut-on faire de l'agriculture sans énergie fossile ?» C'est étonnant de parler d'innovation pour un tel sujet qui semblerait plutôt nous conduire vers des pratiques anciennes ou traditionnelles selon le pays considéré. Il va donc nous parler des conditions propices à l'enracinement, c'est-à-dire de la bonne terre. Nous le remercions beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler sans vraiment nous connaître. Puis nous aurons la joie d'accueillir le père Hervé Ducondy, moine de l'abbaye de Randol. Il a présidé à l'édition d'un livre intitulé « Le trésor des Randols », qui est la mémoire d'une communauté paysanne vivant dans l'ancien village de Randol avant l'arrivée des moines. Ce trésor semblait assez précieux pour en publier une édition. Le sujet nous a semblé correspondre parfaitement à notre thème de l'enracinement. Et il permettra au père Hervé de nous parler d'un paradoxe de notre foi. Elle a pour père fondateur un homme devenu nomade par la volonté de Dieu. La parole fondatrice de sa foi a été « Quitte ton pays, ta famille, va vers le pays que je t'indiquerai. »
Depuis, le Christ a insisté sur le fait de tout quitter pour le suivre. Être chrétien, appartenir au Christ, c'est donc toujours quelque part quitter son pays, sa famille et surtout se quitter soi-même. N'y a-t-il donc pas une sorte de tension entre cette spiritualité du nomade et celle de l'enraciné? N'y a-t-il pas contradiction à parler de racines paysannes si on est chrétien? À travers l'histoire de ce village, le Père Ducondy nous fera entrer dans le mystère de la vie chrétienne, vécue pleinement dans un lieu donné. Voilà pour les interventions de cet après-midi. Ensuite, nous aurons des échanges en région. L'idée, c'est que nous apprenions à nous connaître. Et donc, nous allons nous réunir par région. On essaiera de se diviser en groupes de 10 maximum. Et le but, c'est juste de se présenter les uns aux autres. Demain matin, nous avons la messe à 8h45. Donc, pour ceux qui veulent venir, attention, c'est très tôt. 8h45. Donc, c'est à la basilique. Puis, Monseigneur Noblot, évêque de Saint-Flour, dans le Cantal, est responsable depuis 2021 de la mission rurale de la Conférence des évêques de France, nous parlera de la finalité de l'enracinement, le fruit, à travers le thème « Rentabilité et fécondité » à partir de la parabole du figuier. Nous le remercions beaucoup de sa présence et j'en profite pour vous dire qu'il vient de publier une lettre aux agriculteurs qui, normalement, est mise à votre disposition dans l'entrée. À la librairie. Merci Hélène. Je lui ai demandé ça à la dernière minute. Donc. Et enfin, après le déjeuner, nous écouterons Martin Stephens, professeur de philosophie à Strasbourg, mais aussi philosophe, qui a écrit plusieurs essais. J'en cite quelques-uns. L'éternité reçue, Rien que l'amour ou le petit traité de la joie. Il est aussi chroniqueur au journal La Croix et pour le magazine La Vie. C'est la deuxième fois qu'il vient et nous le remercions beaucoup d'avoir à nouveau accepté le challenge de parler à des paysans quand on n'en est pas un. Il évoquera l'une des causes du déracinement qui est de l'ordre de la connaissance et de l'appréhension des choses, ou comment notre manière de concevoir les choses entraîne enracinement ou déracinement. Tous les membres du conseil d'administration, Anne-Laure et Hélène, et tous les bénévoles qui travaillent avec nous, sont heureux de vous accueillir pour ces journées. Nous vous souhaitons de vraiment vous ressourcer et d'avoir des très bons échanges entre vous. Donc pour les membres du conseil d'administration,